quand j'ai écrit Djihad, c'est cette période-là à laquelle j'ai pensé. C'est pour ça que quand j'ai écrit Djihad, je pensais que la pièce marcherait pas. Parce que je me dis, je raconte un truc des années 90, tout le monde s'en fout en fait. Mais non, ça a été une période très dure. Quand j'y pense encore maintenant, je l'imagine sombre, j'imagine l'hiver, j'imagine. C'était une période très compliquée en fait. C'était une période qui n'a finalement rien à voir avec le religieux. C'était une période de construction identitaire. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Un pavé dans la mare. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ismaël Saïdi. Ismaël est metteur en scène et dramaturge. Il est connu pour ses œuvres qui abordent des sujets essentiels de notre société comme la radicalisation, l'identité et le vivre ensemble. À travers ses pièces comme Djihad, il a su transformer des thématiques complexes en dialogue accessible, ouvrant ainsi la voie à des réflexions profondes et nécessaires. Dans cet épisode, nous allons explorer son parcours, ses convictions et son regard singulier sur les enjeux de notre société. Bonjour Ismaël, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un réel plaisir de te recevoir dans Un pavé dans la mare. Ben, c'est moi qui suis ravi d'être là, honoré d'ailleurs. Ismaël, tu es né, tu as grandi, il ne faut pas que je me trompe, à Schaerbeek, dans la banlieue bruxelloise, au sein d'une famille marocaine. Et peux-tu nous en dire un peu plus sur ton enfance et les premières années de ta vie? Alors, donc moi je m'appelle Ismaël Seydi. Mes parents viennent du Maroc, de Tanger. Donc, c'est une ville du nord du Maroc. Et le parcours d'émigration de mes parents, il est un peu classique. Donc, d'abord, mon père qui est parti chercher du travail en Europe. À l'époque, on ne le dit pas assez aujourd'hui, mais à l'époque, l'Europe demandait de la main-d'œuvre dans le Maghreb, en Turquie aussi, mais dans le Maghreb. Et donc, du coup, ils étaient les bienvenus pour venir travailler. Pas les meilleurs boulots du siècle, mais quand même, ils étaient venus pour travailler. Donc, mon père est arrivé fin des années 60. Ma mère l'a rejoint début des années 70 et à Bruxelles. Alors, on nous demande souvent pourquoi à Bruxelles, parce que c'est vrai que c'est assez marrant, les poches des émigrations en fait. En France, je le vois beaucoup. On trouve des émigrations dans des endroits en fonction des premiers départs. Par exemple, il y aura des Marocains dans le nord de la France, moins d'Algériens, plus de Marocains, des Algériens ailleurs, des Tunisiens ailleurs. C'est toujours des parcours assez intéressants. Donc du coup, Bruxelles, ben, il y avait eu je pense, des gens qui étaient partis travailler là-bas et celui-ci appelle son cousin, qui appelle son cousin, et donc il y a une espèce de grosse poche d'immigration marocaine à Bruxelles. Et moi, je suis né en 76, donc j'ai 48 ans. Je suis né à Bruxelles, dans une commune, donc en fait, Bruxelles est divisée en 19 arrondissements, comme Paris, donc 19 communes, on appelle ça en Belgique. Et une des communes s'appelle Schaerbeek, c'est là où je suis né. C'était un peu la commune où la plupart des immigrés marocains venaient s'installer. En fait, on peut comparer ça à, je sais pas moi, le 10e autour de Barbès. Et donc, en fait, c'est là qu'ils venaient s'installer au départ. Et donc, c'est vrai que la communauté a grossi. Je suis né, j'ai grandi là. Euh, j'ai eu une enfance assez paisible, en fait, au départ. Mes parents m'ont inscrit dans une école primaire catholique à côté de la maison. Alors, c'est bizarre à expliquer en France, mais en Belgique, la Belgique est un pays neutre, pas laïque, donc la religion catholique a encore sa place. Et les écoles catholiques sont publiques, c'est pas privé. Quand je dis aux gens, j'ai fait l'école catholique, j'ai l'impression que c'était une école privée. C'était public, c'était gratuit, elle était au coin de la rue. Du coup, beaucoup de gens d'origine marocaine comme moi étaient inscrits dans ces écoles parce que j'étais juste là et que c'était gratuit. Et à l'époque, c'était marrant parce que c'était des prêtres qui donnaient cours. Et on allait au catéchisme le vendredi et à l'église le mercredi. Donc j'ai fait ça pendant presque 10 ans. Et en même temps, comme nos parents avaient un peu peur qu'on perde notre identité, ils avaient ramené un gars du bled, un imam. Et, enfin, imam, non, un pote à eux du bled. Et on avait école coranique le samedi aussi. Donc moi, en fait, j'ai grandi dans ça. J'ai grandi dans l'église le mercredi, le catéchisme le vendredi, l'islam à la maison, l'école coranique le samedi. Donc une espèce de, comment dire, moi je dis toujours, c'est comme être né en Belgique comme ça, c'est comme avoir un meuble Ikea sans mode d'emploi. Ça, c'est quand tu avais De 0 à 10 ans, 10 12 ans, un ans? truc comme ça, ouais. À 10 ans, De 0 d'accord, à 10 ans, ouais. dans ta jeunesse. C'est l'enfance, c'est la tendre enfance en fait. D'accord. Tes parents, tu m'as dit, ils sont arrivés en Fin 1970. 60, ma mère a En rejoint mon 70, père en 72, 71, un truc comme ça. d'accord. Il s'est marié au Maroc, ton Oui, père. comme D'accord. toujours. Oui. Comme très souvent. Ok. Il se marie au Maroc, oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ton père? C'est marrant, ce que je pourrais vous dire sur mon père, c'est que vous auriez posé la question à l'adolescent de 15-16 ans, qui était très en colère. On On va y en parlera revenir. plus On va tard, y mais, revenir, mais ouais. c'est important que je dise maintenant, j'aurais pas eu la même réponse qu'aujourd'hui, Mhm. maintenant que je suis père, depuis longtemps d'ailleurs.
mon père et ma mère, je mets les deux dans le même sac, hein. D'accord. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il faut un sérieux courage quand même. Il faut un sérieux courage, hein. On le voit plus parce il y a déjà 2, 3, 4 générations, 5 générations ici. Mais il faut un sérieux courage pour quitter son pays, arriver dans un autre pays qui n'a pas les mêmes règles, pas la même Mhm. culture, pas la même langue, parce que mon père il vient du nord du Maroc, et la langue étrangère qu'il y avait, c'était l'espagnol, c'était pas le français. Donc je dirais que c'était un sérieux courage. Alors eux s'en sont pas rendus compte, parce qu'ils partaient travailler. Mais je dirais que mes parents, ouais, si je devais les résumer, je trouve qu'il faut du courage pour faire ce qu'ils ont fait, ouais. Du courage pour avoir immigré, Pour partir de chez soi, pour partir de chez bien soi. sûr. Vous savez, vous connaissez Bruxelles? Il Pas fait du gris, tout. il fait pourri, il pleut tout le temps. C'est comme le nord de la France. D'accord. Et vous voyez Tanger, c'est un peu comme l'Algérie. C'est un peu comme l'Alger. Il fait beau et le soleil tout le temps. Vous quittez un pays où vous êtes quelqu'un, où vous avez une condition sociale, ça veut dire que vous existez, Mhm. vous faites partie du pays. Il fait beau, il y a la plage, vous faites votre vie. Et vous arrivez dans un pays où vous êtes un émigré, Mhm. avec tout ce que ça implique de négatif Oui, oui. autour. Mhm. Un sous-citoyen. Voilà. Parlez pas la langue, comprenez pas les codes. Il faut du courage pour ça quand même, je trouve. D'accord. On n'en parle pas assez aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle des migrants, Mhm. on leur donne même pas de nom. On a l'impression que c'est une masse comme ça, mais Ouais. je pense qu'il faut beaucoup de courage pour ça. Donc oui, si je devais résumer mes deux parents, c'est le courage. Quand j'ai posé la question sur ton père, mais j'ai la question parallèle pour ta mère. Est-ce que tu as eu, comment tu pourrais décrire ton père justement durant ton enfance? Est-ce que c'était un papa, on va dire, je ne sais pas si c'est un peu comme je l'ai vécu moi avec mes parents, donc des parents analphabètes qui ne savaient ni lire ni écrire et qui avaient juste comme idée que ces enfants réussissent. Alors moi, je fais partie de ces gens et je me rendais compte de cette chance quand j'étais à l'école, parce que mes autres copains d'origine marocaine n'avaient pas ça. C'est que moi, mon père, il est arrivé jusqu'au bac à Tanger, ce qui pour l'époque était presque comme un diplôme universitaire, même s'il n'avait pas eu le bac. Et ma mère, je crois qu'elle est arrivée jusqu'à l'équivalent de la quatrième, un truc comme ça, ce qui D'accord. était beaucoup, Ah en oui, fait, donc ce sont des parents instruits. exactement instruit. Par contre, là où c'était très dur pour l'enfant que j'étais, c'est que vous avez un père instruit en arabe. Mon père, il était arabisant, donc D'accord. instruit en arabe. Donc quand il arrive en Belgique, limite, il est considéré comme un alphabète. Parce qu'en fait, tout ce qu'il a comme bagage intellectuel était arabe. Ça veut dire que pour le belge classique, ça ne changeait pas grand-chose. Mhm. Et par contre, c'est en ça que c'était intéressant, c'est que mon père nous a toujours inculqué cette culture qu'il avait. Donc du Maroc, enfin de la langue arabe, de fierté, patriotique arabophone. Et, euh, et en même temps, c'était très paradoxal pour nous. Parce que d'un côté, on rentrait à la maison, on avait quelqu'un qui était un érudit pour le pays d'où il vient, qui pour la Belgique était un sous-citoyen, qui parlait pas la langue. Parce que comme mon père parlait français, ben, il parlait français comme beaucoup de gens de l'immigration, comme des parents analphabètes, c'est-à-dire que avec un accent, avec des mots qui Mhm. n'étaient pas les bons, avec une mauvaise conjugaison. C'était le gros paradoxe qu'on avait, nous, avec nos parents. Mais c'est vrai que et ma mère qui est arrivée, je vous dis, jusqu'à quatrième, et mon père qui est jusqu'au bac, c'était quand même, pour l'époque, des gens instruits. Je voudrais revenir sur, on dit Scarbeck. C'est bien. Les Français ne savent pas le dire en général. C'est bien, c'est bien. Euh, Scarbeck est surnommé, j'ai appris ça, la cité Des ânes. des ânes. Est-ce C'était que pas à cause de nous, hein. justement, est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que Ouais, il y tu peux avait nous des ânes à expliquer l'époque. pourquoi? En fait, il y a plein de légendes, mais je pense qu'il y avait des ânes à l'époque, des moulins, des ânes, il y avait tout ça. Et donc, du coup, j'en sais pas plus, mais c'est le nom de Scarbeck. Et d'ailleurs, à Scarbeck, c'est marrant parce que il y avait une statue d'un âne dans un parc pas loin. Et comme le quartier maintenant est devenu un quartier à forte densité de personnes turques, on va dire, c'est assez marrant parce que du coup, sur l'âne, ils ont mis l'équivalent de leur Jeha à eux. Il s'appelle Nasrullah ou un truc comme ça. Mhm. Ils ont un peu l'équivalent. Donc, on a l'âne de Scarbeck avec un symbole de Turquie. D'accord. Mais ouais, c'est le nom de Scarbeck, la cité des ânes. Je sais pas trop pourquoi. Tu vis toujours à Scarbeck? Non, tu vis Non, plus à Scarbeck. j'ai quitté Bruxelles il y a 8 ans maintenant. Ça fait 8 ans que j'habite à D'accord. Paris. Quel souvenir te reste-t-il de Scarbeck Euh, en tant qu'enfant? alors, il y a enfant ou adolescent. Qu'est-ce que tu veux comme réponse? Parce que c'est vraiment deux passages très différents de ma vie. On va aborder la période Donc on d'adolescence. commence par l'enfant. L'enfant. L'enfant, c'était chouette en fait. C'était vraiment, on était minoritaire, c'est-à-dire qu'il y avait pas beaucoup il y a beaucoup plus de gens d'origine marocaine maintenant, maghrébine. Mais à l'époque, on était minoritaire et c'était pas un vrai questionnement en fait. Donc non, j'ai aimé cette enfance-là. J'en parle beaucoup dans un livre qui s'appelle Moi Ismaël, amusement d'ici, et qui est devenu un spectacle après, où je dis que bah, un an en Belgique, un mois au Maroc, c'était ça notre parcours, et j'aimais ça. Et
je voyais pas trop la différence. On la voit pas d'ailleurs à cet âge de l'enfance. Mm. Il y a un truc un peu spécial, c'est que quand vous rentrez à la maison, vous sentez que la culture de la maison, elle est pas tout à fait comme ce qu'il y a dehors. Une fois par an, vous ramenez un mouton à la cave. Enfin, c'est quand même bizarre. Mais sans plus. Je veux dire, je pense pas avoir vécu de racisme à cet âge-là. Pas à l'enfance en tout cas, non. C'était une belle enfance. Donc on peut dire que tu as vécu une enfance assez paisible, Oui, oui, ah oui, 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 aussi bien dans le cocon oui, familial oui, oui, que dans oui, l'environnement de oui, Scarbeck. oui, oui, oui. L'enfance, oui. Ah oui, D'accord. oui. Arrive l'adolescence. Ouais, Et dans l'adolescence, tu as t'as une adolescence qui est perturbée. ouais, Tu es en face de conflits identitaires. ouais. Peux-tu me dire pourquoi ce conflit? Alors, il y a plein de choses. La première, il faut savoir aussi que Scarbeck, beaucoup moins maintenant, mais c'est comme Paris, les quartiers qui pourris à Paris deviennent bobos maintenant, parce que ça devient compliqué pour trouver des logements. À l'époque, Scarbeck était une commune pourrie. Au sens, quand je dis pourri, c'est au sens qu'il y avait de la drogue, il y avait des braquages, enfin, c'était vraiment une commune ghetto. On parle beaucoup de Molenbeek en France, mais Scarbeck était plus violente que Molenbeek. Molenbeek, on en a parlé pour la radicalisation. Scarbeck était une commune violente. Donc déjà, vous grandissez dans un quartier, vous passez de cette espèce d'innocence de l'enfance à l'adolescence où là, vos potes, il y en a qui vendent de la drogue, il y en a qui cambriolent, il y en a qui font des vols. Enfin, ça devient ce moment où la violence commence à apparaître. C'est le premier élément. Le deuxième élément, vous commencez à sentir les effets du ghetto. C'est-à-dire que vous fréquentez que des gens comme vous, d'une certaine manière. Là, vous commencez à vous poser des questions. En fait, il n'y a que des gens qui ont la même couleur que moi, etc. Et puis, moi, j'ai mon adolescence, le pic de mon adolescence, donc 15-16 ans, on était en 92, c'était le moment où les paraboles sont arrivées sur le marché. Qui dit parabole dit qu'on commence à avoir des chaînes qu'on ne voyait pas avant. Nous, avant, c'était Antenne 2, FR3, etc. Là, on commence à avoir les chaînes satellitaires qui viennent du Moyen-Orient avec un rapport à l'islam qui commence à se transformer. L'islam que mes parents ont ramené, qui est le même que celui de tes parents, à savoir celui du Maghreb, c'est un islam apaisé, il prie 5 fois par jour et encore, et on s'en fout dans l'absolu, se transformait en un islam qui venait du Moyen-Orient et qui commençait à infiltrer ma, ma génération. Déjà, c'était une manière pour nous d'être dans la rébellion face à nos parents. C'est-à-dire qu'on n'avait plus le même islam qu'eux. Nous, on avait un vrai islam. On voulait avoir un vrai islam. Nos parents, c'était pas le vrai islam. Et du coup, tu fais une double rébellion. La rébellion classique de l'ado face à ses parents, Tu avais quel âge? 15-16 ans. 15-16 ans. L'ado classique de la rébellion face à tes parents, n'importe quel être humain le vit, ce qu'on appelle le fait de tuer le père, en fait. Et en même temps, le fait de dire, en fait, vous êtes venu ici, vous nous avez fait naître ici, nous, on n'a rien demandé à personne, je serais né au Maroc, j'aurais une vraie identité, j'aurais une vraie histoire à raconter. Là, je suis rien du tout, en fait. Du coup, maintenant, on nous a dit que l'islam allait nous apporter un truc globalisant. Mais mon islam, c'est pas le tien. Et donc on a commencé à utiliser aussi l'islam comme outil de rébellion. On le voit d'ailleurs encore aujourd'hui, mais chez nous c'est très fort. L'islam est une espèce d'outil de rébellion. Et donc ça a été une adolescence partagée entre tout ça en fait. Entre ton enfance où tu as vécu dans un milieu où il y avait des gens de toutes les couleurs, tu as été à l'école catholique, donc c'était ta vie, mais une rupture totale à l'adolescence, en même temps un islam qui vient de très loin, qui n'est pas celui nécessairement de tes parents, qui est en train de créer quelque chose de nouveau, ça a été assez chaotique mon adolescence. Ouais. Là, tu parles de personnes qui se sont rebellées, Mhm. entre guillemets. Mais toi, comment tu as géré cette phase-là? Comment tu l'as perçue? Est-ce que as été embrigadé? Est-ce que tu as suivi le même flow que Non, ces groupes? j'ai pas été embrigadé. Par contre, j'ai voulu devenir, faire partie d'un tout, d'un groupe. Le groupe s'appelait Islam à l'époque. C'était ça, le seul Hmm. groupe qui réunissait les Noirs, les Turcs, les Marocains, etc. Du coup, je suis rentré dans une pratique très orthodoxe, sans faire partie d'un groupuscule, quoi, juste pour moi. Donc j'allais à la mosquée 5 fois par jour. Dès que je sortais de l'école, j'allais à la mosquée. Je jeûnais les lundis et les jeudis. J'essayais d'être le plus proche de ce que je pensais être la religion pure, on va dire. Et plus je faisais ça, plus je m'éloignais de l'enfant que j'étais avant. Et plus je faisais ça, plus je m'enfermais, en fait, dans un monde. Et le déclic, ça a été Goldman. Parce Alors, le que, déclic pour t'en sortir, pour en sortir, ouais, pour en sortir. c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours écouté la musique. Et dans le monde, j'écoutais Jean-Jacques Goldman. Et dans le monde où je vivais, là, on commençait à me dire que la musique, c'est pas, tu peux pas, c'est interdit, c'est haram. Et c'est des choses avec lesquelles j'avais du mal. Et un jour, je me rappelle très bien du jour, j'avais un Walkman, j'avais une cassette de Jean-Jacques Goldman que j'écoutais. J'allais à l'école coranique tous les samedis encore, parce que j'y suis allé pendant 13-14 ans. Hein, donc je lis et j'écris parfaitement l'arabe littéral, littéraire.
Et donc j'arrive à l'école coranique et il y a un copain qui prend le Walkman, il prend la cassette, il la regarde, puis il me dit, t'écoutes Goldman? Je dis, ouais, ouais, c'est bien. Il dit, mais c'est un juif. Et en fait, déjà, c'est la première fois que j'entendais ce mot-là. Et, euh, et il me dit, j'avais pas le droit d'écouter parce que c'était un juif, c'était nos ennemis. Et si tu veux, je rentre chez moi. Je me rappelle, sur la route du retour, j'allais à pied, il faisait froid, c'était l'hiver à Bruxelles. J'en avais pour 45 minutes à pied. Et pendant toute la route, j'ai pas osé remettre les écouteurs parce que j'avais peur que mes oreilles brûlent. Et en même temps, je comprenais pas pourquoi ce Dieu bizarre, il disait ça en fait. Et j'arrive chez moi, ma chambre était au deuxième étage. Je monte au deuxième étage, j'ouvre la fenêtre et je veux jeter la cassette. Puis j'arrête et puis je cherche pour voir s'il n'y a pas un Dieu quelque part et je lui parle. Et je lui parle vraiment. Je dis Dieu, pourquoi en fait pourquoi vous me faites aimer ça et après vous me dites que c'est haram, enfin, je comprends pas, machin. Et je commence à avoir une vraie réflexion et je me dis peut-être que, comme il répondait pas, parce que Dieu n'aime pas trop répondre, euh, comme il répondait pas, je me suis dit peut-être qu'on lui fait dire des choses qu'il a jamais dit en fait. Et là, j'ai pris une décision qui est assez paradoxale. Pour pouvoir écouter Goldman, je me suis dit que je vais aller prendre le Coran et que j'allais le lire. Et donc j'ai pris le Coran qui était en bas chez mes parents. Il était français-arabe et je lisais l'arabe. Donc je lisais en arabe les mots que j'arrivais pas à comprendre. J'allais chercher un peu dans le français, mais de manière globale, je comprenais tout. J'ai mis des mois à le lire et je l'ai lu jusqu'au bout. J'ai découvert que ce qu'on m'apprenait dehors, c'était pas du tout ce qu'il y avait dedans. Et ça a été en fait ça l'élément de rupture, Le déclencheur. de déclencheur. Et c'est fou, ça vient d'une chanson. C'est très paradoxal, ma vie. Mais ça vient d'une chanson, ouais. Et c'est ça qui m'a fait, depuis ce jour-là, j'avais 16 ans, la recherche, même dans ma création artistique, c'est resté le moteur principal. D'accord. Si je comprends, tu, durant cette période-là, tu as été attiré justement par ce groupe-là. Donc tu priais, Mhm. tu respectais bon, Mhm. les règles, les préceptes, et c'est le fait qu'un plaisir comme le fait d'écouter la musique soit Interdit, on va dire. interdit, qui Non, c'était plus profond que ça. plus profond que C'était ça. le fait qu'on me l'interdisait parce que le gars était juif. D'accord. C'était plus profond. Je comprenais pas en fait. Mhm. Je veux dire, en fait, je comprenais pas. En fait, je découvrais qu'on me disait qu'on avait des ennemis naturels. Pourquoi, j'en sais rien. Bon, en fait, lui, c'est ton ennemi naturel. C'était plus ça en fait. La musique, ça faisait longtemps que ça me dérangeait. Mais je me disais, bon, bah, ça va être mon péché à moi. Mais là, il y avait un cran qui avait été D'accord. dépassé en fait. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Oui, on est 5, D'accord. famille Est-ce nombreuse. que tes frères et sœurs ont vécu la Non, même... le seul qui a eu un parcours religieux, c'était moi. Mon grand frère, D'accord. lui, ça ne l'intéressait pas du tout. Les plus jeunes, c'est vraiment moi qui, dans ma solitude, qui dans ma timidité, qui dans ma recherche d'existence, est plongé dans le religieux. C'est moi, en fait. Est-ce qu'on a cherché à t'accompagner? Est-ce que ta famille a cherché à t'accompagner durant cette période pour t'aider à t'en sortir? Peut-être, mais je pense que j'ai refusé de les écouter. Parce que je me suis pas radicalisé non plus, hein. Je veux dire, c'est pas ça le truc. C'est juste que je devenais, mais tu sais ce que c'est, plus orthodoxe, quoi. Je faisais un peu plus que tout le monde, quoi. Et non, non, parce qu'en plus, souvent, c'est ça, hein, le piège qui s'est passé après, beaucoup plus tard avec la radicalisation. C'est quand on voit quelqu'un partir 5 fois à la mosquée et tout, on se dit que c'est bien. Il n'y a pas de raison que ce soit pas bien, en fait, finalement. Donc pour mes parents, c'était pas quelque chose de négatif. Mon père, il avait un peu de mal avec le discours que je ramenais chaque fois de la mosquée, des copains, où on était un peu on faisait ceux qui en savaient plus que lui alors qu'on avait 10 fois moins de connaissances. Mais non, j'étais vraiment livré à moi-même en fait, j'étais tout seul avec ça. Avec le recul, quel regard portes-tu sur cette période? Mais je pense que c'est la période qui m'a construit, parce que c'est la période la plus dure de ma vie, je pense. C'est une période qui m'a construit, c'était très dur. Qui t'a renforcé? D'abord qui m'a permis de me construire en termes d'identité, parce que je pense que quand j'ai écrit Djihad, c'est cette période-là à laquelle j'ai pensé. C'est pour ça que quand j'ai écrit Djihad, je pensais que la pièce marcherait pas. Je me dis, je raconte un truc des années 90, tout le monde s'en fout en fait. Mais non, ça a été une période très dure. Quand j'y pense encore maintenant, je l'imagine sombre, j'imagine l'hiver, j'imagine. C'était une période très compliquée en fait. C'était une période qui n'a finalement rien à voir avec le religieux. C'était une période de construction identitaire, sans les moyens, Mhm. en essayant d'être quelqu'un en fait. Si tu pouvais mettre une couleur sur cette période, laquelle serait-elle? Bleu nuit, Pourquoi? bleu nuit sombre. C'est comme ça que je la vois. D'accord. Parce que en fait, même, j'arrive pas à voir l'été. Je vois que l'hiver en fait. Je me vois moi avec ce mal en train de marcher dans les rues froides de Bruxelles. Donc non, je vois pas de lumière à cette période. Alors, il y a eu cette période Ouais, d'adolescence, ouais. et à 20 ans,
tu décides de rentrer dans la police en 19, 19 voire ans. 18 et demi. Tu rentres à la police en 1996. Ouais, Alors, 19, quand j'avais pas on, encore 20 ans. quand on connaît ton parcours Ouais. marqué par ton conflit identitaire, peut-être par un rejet d'autorité, Ah ouais, tout à fait. Il n'y qu'est-ce a qui t'a aucune logique, hein. qu'est-ce qui t'a poussé vers ce choix? Il n'y a aucune logique. Et alors, je sors de cette période, donc j'ai eu mon bac, je sors de cette période. Donc j'en sors tout doucement. Donc j'ai mon bac, jeune, j'ai mon bac, j'ai pas encore 18 ans, j'ai 17 ans et 6 mois, 7 mois. Je suis premier de la famille à avoir un diplôme, donc j'ai mon bac. Et j'en fais pas grand-chose. Et j'ai pas envie d'aller à la fac. Donc je suis là, je perds un an à rien faire à la maison et j'aime pas ça, j'aime pas le fait de dormir jusqu'à 15 heures, enfin, j'aime pas du tout ce truc-là. Et j'ai un copain qui m'appelle à l'époque, il me dit ouais, t'as vu dans le journal, il y a une annonce, il paraît qu'ils engagent des jeunes pour devenir flics. Moi, je dis attends, on va pas aller chez eux, c'est l'ennemi. Et lui il me dit non, mais franchement, moi j'ai envie d'essayer et tout, j'ai toujours rêvé d'être gendarme, flic, machin. Viens, on essaye. Il y avait un concours, il y avait un concours qui était coupé en 4 parties, donc le français, un test écrit, puis après il y avait du sport, etc. Donc on s'inscrit, on y va, moi du haut de mes 18, 19 ans. 19 ans. En fait, le concours, on l'a commencé, j'avais pas encore 19 ans. Parce qu'il a fallu un an avant de rentrer à la police. Donc j'ai 18 ans et quelques, et on passe le concours. Et en fait, la première étape du concours, je l'ai réussi, mon pote, il la rate. Donc du coup, j'en fais un peu un défi, je me dis, je vais continuer. Donc je passe toutes les étapes et je réussis tout le concours. Et en fait, ils me disent, ben voilà, en février, vous allez commencer, février 96. Ah, je dis, non, je vais pas rentrer, nous, c'était pour la blague et tout. Puis il m'aguiche en me disant, mais vous savez, c'est un an d'école de police, c'est 12 mois, et vous êtes payé. Ah, moi j'entends ça. Ah bon, on est payé combien? Un vrai salaire, vous êtes payé pendant que vous allez à l'école de police. En France aussi, d'ailleurs, c'est comme ça. Et du coup, je me dis, ben, je vais rentrer, je vais gratter 7-8 mois de salaire, et puis je dégage. Et je rentre à la police, c'est comme toutes les histoires en fait. J'arrive à la police, je rencontre une fille qui va devenir ma femme, on va se marier, et de fil en aiguille, les années passent, et voilà. Comment ton entourage, ta famille, tes parents ont réagi face à cette... Mon père, il était content, mon père, il était fier. Il disait, ah, en plus, je voudrais que vos auditeurs et vos auditrices comprennent, parce qu'on est en 2024 quand même, mais qu'en 96, des flics avec ma gueule, il n'y en avait pas. Hein. Je veux dire, il n'y avait pas de flics basanés ou de flics noirs, il n'y en avait pas. Justement, comment tu as vécu tes débuts, justement, en tant que, avec un prénom Ismaël, Ouais, Saïdi, et ma tête de Suédois. voilà, En fait, exactement. Comment alors tu as vécu tes débuts? je finis la réponse sur mes parents, puis j'arrive à ça. Mon père était très fier. Mon père était content. Vous savez, pour un immigré, vous le savez mieux que moi, tu le sais mieux que moi, l'autorité, c'est quelque chose à laquelle tu n'as pas accès normalement. Donc mon père, il est très fier. Ma mère, elle n'a pas trop calculé ce que je faisais. Donc il a trouvé un boulot, il a trouvé un boulot. Et en fait, je rentre à la police. Donc je fais l'école de police, c'était assez. T'es encadré dans une école, c'est un peu drôle. Il y a un côté Star Academy, mais t'es pas encore dans la vraie vie. Puis j'arrive dans la vraie vie. Et en fait, la police de Bruxelles, sur 2000 flics, je pense qu'il y avait 4 ou 5 flics d'origine étrangère, toute origine confondue. C'est peu. Et je vis pour la première fois le racisme. Je l'avais jamais vécu dans ma vie avant. Au sein de la police? Ah oui, 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 les flics contre moi. Je vis le racisme. D'abord, la première étape, c'est que je vis le racisme. C'est qu'en fait, je me souviens quand je suis arrivé à la police, il y en a quasi aucun qui voulait patrouiller avec moi. Euh, je ressemblais plus aux gens qu'ils arrêtaient qu'à un collègue. En plus, il y avait un gap, il y avait vraiment un gouffre de génération. J'avais moins de 20 ans quand je suis arrivé, 20 ans au moment où je suis entré en brigade, et mon collègue devait avoir 55 ans, un truc comme ça. Donc, il y avait déjà une espèce de fossé de génération, plus vraiment, il me voyait comme le mec qu'ils arrêtaient, est-ce qu'on va être des traîtres, est-ce qu'on va pas prendre des informations pour les donner aux cartes, etc. Donc, alors que la maman de mes enfants, parce qu'on n'est plus mariés, mais on est resté 20 ans ensemble, elle, comme c'était une femme, elle l'a vécu différemment en fait. Il y avait un côté de l'exotisme, c'est toujours Mhm. comme ça en fait. Ils ont une préférence pour les beurrettes apparemment, mais pas pour les beurres. Et donc du coup, elle a pas du tout vécu ça. Donc quand on se raconte nos souvenirs, elle a pas du tout vécu ce que moi j'ai vécu. Moi, ça a été hyper dur pendant un an, la première année. Et puis après, tu rencontres un collègue qui est un peu mieux que les autres, et puis ça avance, ça se passe mieux, puis tu te rends compte qu'en fait c'était 3 idiots au départ, mais que la majorité c'est pas des gens méchants, et les années passent comme ça. Et tu fais ta place. Et je fais ma place, et je suis resté 16 ans. Justement, tu as passé 16 ans, un tiers de ta vie Ouais, pratiquement. à fond. À fond. Je suis resté 16 ans et j'ai fait tous les services, parce qu'après je suis retourné à la fac. Donc du coup, quand j'étais policier, je me suis dit j'ai besoin d'un diplôme pour moi. Donc je suis retourné à la fac et j'allais à la fac en journée et je patrouillais la nuit. Donc c'était une période assez trash. Donc j'ai eu un master 2 en sciences sociales. Et j'ai fait tous les services à la police. J'ai commencé en patrouilleur. J'ai même mis des amendes de circulation.
Et quand j'ai démissionné en 2012, j'étais à la criminelle. D'accord. Et comment tu as vécu cette expérience? J'ai aimé. Après avoir passé ce cap de cette année compliquée, j'ai adoré en fait. Pas le fait d'arrêter les gens, c'est pas le truc que je préférais le plus, mais quand j'étais patrouilleur, ce que j'ai adoré, c'est le côté social du boulot. Parce que d'une manière ou d'une autre, on voit que le côté négatif, des flics qui tapent sur des gens, machin. Mais on voit pas le flic qui intervient parce qu'une vieille dame vous appelle, parce qu'elle a peur, parce qu'elle n'arrive pas à rentrer chez elle, ou parce qu'une femme se fait frapper par son mari et que vous arrivez pour la protéger. Et les nuits que j'ai passées à chercher des refuges pour des femmes battues ou des refuges pour des sans-papiers. Tout le côté social du boulot, j'ai adoré. En tant que policier d'origine maghrébine, Mhm. tu as dû être en relation avec des personnes, des citoyens de Schaerbeek ou de la région d'origine maghrébine. C'est la deuxième partie du problème, c'est que moi j'ai arrêté des gens de mon quartier. Bruxelles, c'est petit, c'est pas Paris, hein. Mhm. Même si c'est plus large en termes de géographie, mais à l'intérieur, c'est un village. Donc, je patrouillais dans mon quartier. C'est comme si vous étiez né, je sais pas moi, à Saint-Denis, que vous patrouillez à Saint-Denis. Oui, non. Et en fait, j'ai arrêté des gens de mon quartier. J'ai envoyé en prison des gens avec qui j'ai grandi. Donc, ça veut dire que ça a été très dur, ça aussi, parce que au début, on vous voit comme un traître. Parce qu'il y a quand même l'omerta du quartier, le fait que, voilà, il y a des choses qui se disent pas. Mais après, ça a fini par passer. Le respect s'est imposé du fait que même quand j'arrêtais un mec de mon quartier, que j'emmenais en prison, ça m'est déjà arrivé, je leur ai jamais manqué de respect. J'ai toujours été hyper bienveillant. Par exemple, moi, j'ai déjà arrêté des gens. Quand on allait faire la perquis, le gars me disait, est-ce que c'est possible que tu ne me mettes pas les menottes quand je rentre à la maison parce que mon père, ma mère, et je le faisais. Et je prenais le risque. Mais j'ai jamais été trahi. Ça m'est déjà arrivé aussi à plusieurs reprises pour faire des perquis, de venir avec un chien et de dire à mon collègue de la brigade canine, dire écoute, les musulmans, surtout les maghrébins, je les connais bien, ton chien, ça va foutre le bordel parce qu'il y a un endroit où ils prient, ils veulent pas. Est-ce que tu peux accepter que je t'aide à intervenir et je gérais le truc et je disais aux familles, voilà, le chien il va pas aller là où vous priez, machin. Donc c'est des petites choses qui m'ont beaucoup aidé et qui font que je n'ai jamais eu de problème comme policier, j'ai toujours été respecté par les gars de mon quartier. Même plus qu'on ne le croit, parce que vers la fin, ils venaient me demander des conseils. Beaucoup sont rentrés à la police après ça. Mais au début, c'était bizarre. Au début, c'était bizarre d'être comme une chauve-souris, mammifère et oiseau en même temps. C'est-à-dire que, et flic, mais quand tu arrêtes les gars de ton quartier, tu sais ce qu'ils ont vécu, tu sais d'où ils viennent, tu sais ce qu'ils font. C'était un peu spécial, ouais. Durant cette période dans la police, donc, tu as rencontré ta femme, tu Ouais, disais. ouais. Comment ça s'est passé, cette On s'est rencontre? rencontrés à l'école de police. Les premiers mois, on a été potes un peu, puis il s'est passé un truc, hein. On s'est rapprochés de plus en plus. Puis à la fin de l'école de police, on est sortis ensemble. Puis moi, comme j'aime faire les choses très vite, je lui ai demandé un mariage, je crois, 3 jours après. Euh, et on s'est mariés cette année-là, en fait. J'ai eu des enfants très vite. Là, on est divorcés, on est restés amis, donc on ne s'est pas du tout engueulé, juste qu'on est arrivé au bout d'une histoire, comme beaucoup Absolument. d'histoires. Et elle est encore policière d'ailleurs. Et, euh, et ouais, voilà, et on a eu 3 enfants et ça s'est passé. En fait, avec du recul, ça s'est passé, j'ai envie de vous dire, de la manière la plus banale possible. Il n'y a rien. Durant cette période, également, tu as commencé à écrire. Ouais. J'ai toujours écrit. Sauf que quand j'étais petit, je gardais ça pour moi. Puis dans mon quartier, dire aux gens que ton rêve, c'est d'écrire des bouquins, des films et tout, ça voulait rien dire. Puis dire à tes parents que tu veux écrire, ça voulait rien dire, c'était pas un boulot pour eux, donc j'ai gardé. Et en fait, ce que je raconte dans ce bouquin-là, moi, Ismaël, un musulman d'ici, c'est qu'il y a une petite voix qui est toujours été là et qui arrêtait pas de me demander d'écrire. Et j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Et vers la fin des années 90, début 2000, ouais, 2002, j'ai la voix s'est réveillée, m'a dit il faut que tu écrives. Donc j'ai écrit un scénario sans même savoir comment ça marche. Et j'ai cherché un peu sur internet, machin. Internet venait de commencer à l'époque. Et j'ai trouvé un réalisateur, j'ai dit voilà, j'ai écrit des scénarios, ça te dirait. Il l'a lu, il m'a dit oui. Il l'a pris, ça a été produit et ça a été à une vitesse incroyable. J'ai rien compris. J'ai commencé à écrire en 2002. En 2004, je suis déjà devenu réalisateur. En 2005, je réalisais déjà un téléfilm. En 2006, j'ai réalisé déjà une série. En 2009, j'ai fait mon premier long métrage. Euh, En 2013, le prochain. Donc voilà, les années ont filé en fait. Mais le véritable tournant, c'est quand tu as quitté la police, en En fait, 2012. j'écrivais déjà en étant flic et j'ai réalisé en étant flic. Mhm. Je prenais des congés. Des congés, des maladies, des machins. Enfin, tu te débrouilles pour le truc. Euh, et, et à un moment donné, c'est devenu un métier. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir
à gagner beaucoup d'argent avec ça. Alors qu'au début, tu gagnais pas d'argent. Au début, tu le faisais par plaisir. Limite, mes courts-métrages, c'est moi qui les ai financés. Mais quand c'est devenu un métier, où je commençais à signer des contrats pour devenir réalisateur, je me suis dit, tu dois choisir. La police ou Ouais. l'art. Et parce que sinon, tu vas faire. En fait, si tu fais les deux en même temps, tu vas mal faire les deux. Et comme j'ai toujours rêvé de raconter des histoires, je me suis dit, c'est le moment. Prends un risque. Fais un pari sur toi. Et comme dans votre podcast, on parle quand même des changements de vie et je pense que ça peut inspirer des gens, c'est que quand j'ai fait ce choix, je me suis dit, si tu veux que des gens investissent sur toi, la première personne qui doit investir sur toi, c'est toi. Si toi, tu n'es pas capable d'investir Mhm. sur toi-même, demande pas ça aux gens. Donc j'ai démissionné. Et il faut savoir, les fonctionnaires qui vont nous écouter doivent le savoir, quand tu es fonctionnaire, que tu démissionnes, tu n'as plus aucun droit. Parce que tu es fonctionnaire. Mhm. Normalement, tu ne peux pas être viré. Il n'y a pas de crise dans le fonctionnariat. Donc j'ai démissionné et en 24 heures, tu passes d'un salaire qui était hyper honorable à l'époque, je sais pas, je vais tourner autour de 2005, 3000 euros, à 0 € et pas de chômage. Parce que tu as démissionné. Et à cette période, tu étais encore marié. J'avais 3 enfants déjà. 3 enfants, une maison, un prêt. Voilà. J'en ai parlé avec la maman de mes enfants. Je dis, je sais où je veux aller. Elle m'a fait confiance. Elle a quand même été bien. Elle m'a dit, écoute, vas-y. Elle J'ai, t'a je sais, encouragé. ouais, je sais où je veux aller. Je sais où je veux aller. Donc j'ai démissionné en 2012. Je vous le dis, je suis passé d'un salaire à rien. Pendant un an, j'ai essayé de mettre en... C'est long de monter un projet. De monter en place, de monter un projet. 2012, je monte des projets, etc. C'est compliqué. En 2013, j'arrive à faire un long métrage. Morocco Gigolo, qui sont en Belgique, qui cartonnent en salle. Et puis rebelote, tu recommences à zéro, etc. Et c'est en 2014 que j'écris Djihad. Dans cette pièce, tu mets en scène 3 jeunes, Ouais, dont un qui s'appelle Ismaël. ouais. Donc j'imagine que ça représente un petit peu ton histoire. Les trois, maintenant la pièce a changé, enfin elle n'a pas changé, mais les comédiens ont changé parce qu'elle a eu beaucoup de succès. Mais au début, quand j'ai écrit la pièce, les comédiens qui ont travaillé dans la pièce, je les connaissais, ils ont joué dans mes films. Et donc je me suis dit que pour faire une belle mise en abîme, j'allais donner au personnage le nom des comédiens. Donc il y a un personnage qui s'appelle Reda, parce que le comédien s'appelle Reda Chebchoubi. Il y a un personnage qui s'appelle Ben, parce que le comédien s'appelle Ben Amidou. Et il y a un personnage qui s'appelle Ismaël, parce que le comédien c'est Ismaël Saïdi. Et du coup, je voulais faire ça parce que je me suis dit, ça me permettra, quand on jouera la pièce, de faire une mise en abîme. Les gens vont pas savoir si on raconte nos vraies vies ou si c'est faux. Et donc, je l'ai écrit en 2014. Je suis à Avignon pour un autre projet. J'ai écrit la pièce parce que je suis sur Facebook, là, en train de, le soir, à rien faire. Et je tombe sur une photo d'un mec qui était avec moi en classe pendant cette période-là, des années 92. Sauf que là, il était en Syrie. Drapeau de Daesh derrière lui, Kalachnikov sur le bras. Je vois ça et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a raté? Mhm. Qu'est-ce qu'on a raté depuis 92? Et donc j'écris très vite, Djihad, très très vite, sans réfléchir. Et je reprends des morceaux de moi, de ces années-là, et je les façonne en 3 personnages. Et j'écris cette pièce et j'essaie de trouver un théâtre. Et il n'y a personne qui veut de cette pièce. Du coup, je trouve une MJC au fin fond de Bruxelles, bah, Scarbeck de nouveau, limite si on compare les quartiers, limite fin fond de Barbès. Et je crée cette pièce et je loue une MJC. On n'avait pas d'argent, donc je la finance de ma poche. Et on fait 5 soirs. Et on se dit, voilà, si personne ne me tue à la fin des 5 soirs, ça marche. Et ça marche bien, parce qu'on invite la famille, les amis, enfin voilà. Ça marche. Et 3 semaines après la première, c'est le 26 décembre 2014. Ça va faire 10 ans cette année. 3 semaines après la première, il y a Charlie Hebdo. Exactement. Charlie Mhm. Hebdo, Épicerie Cachère, Clarissa Jean-Philippe qu'on tue sur ce rond-point. Et les médias s'intéressent à cette pièce bizarre Mhm. qui raconte plus ou moins la même chose. Les médias s'intéressent à Djihad, l'État belge s'intéresse à Djihad, il y a des plans de prévention qui sont mis en place, machin. Je te fais la version courte, c'est trop long. Mais du coup, là, en 10 ans, Djihad, elle a été vue par 2 600 000 personnes, je crois, presque 3 millions là. Elle a été jouée près de 3000 fois. Elle a été traduite, adaptée du Japon à la Côte d'Ivoire, en passant par l'Italie, l'Allemagne, la Hollande, la Grèce, la Pologne, enfin, je ne compte plus les pays. Elle est dans les programmes scolaires en France. Donc, Djihad est travaillée en 3e au collège. Elle a même fait plusieurs fois, elle a même plusieurs fois été le sujet du bac pour des bacs de Oui. français. Tu l'utilises comme un outil pédagogique. Ben, c'est même pas Enfin, moi. tu. C'est pas moi. En fait, c'est les profs. L'école, Les les profs, profs ouais, les l'utilisent profs, comme un ouais. outil pédagogique. Exactement. Elle est lue par des dizaines de milliers d'élèves chaque année. Je suis le premier dépassé par ça. J'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Et donc ça, c'est Djihad. Dans cette pièce, tu mets en avant la radicalisation. Et en même temps, tu dénonces Ouais, la société belge. ouais. Comment tu... Européenne en général, on va dire, parce que là, la pièce est devenue universelle. Mais au départ, c'était belge, ouais. Justement, mais est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer cette dualité? Bah justement, c'est le jeune que j'étais.
C'est Djihad, si la pièce a marché, c'est parce qu'en fait tout est vrai et que je l'ai joué et que je l'ai écrite, mise en scène et joué avec ma naïveté de cet adolescent de 16 ans qui était plein de colère. Et on sent la colère dans Djihad. En fait, moi je considère que la source du problème, en France comme en Belgique, c'est une hydre à deux têtes. Il y a une tête, c'est les problèmes de société. On les connaît. Des vagues d'immigration qu'on n'a pas gérées, placés dans des ghettos. On a ramené leurs parents pour faire le sale boulot, mais on ne savait pas qu'ils feraient des gosses. Enfin, rien n'a été géré. Et en France, on le voit. On les parque dans des ghettos, dans des cités. On sort des plans banlieue tous les 2 ans. Et en fait, on n'a rien géré. Ça, c'est un problème qu'on connaît. C'est la première tête de l'hydre. Mais la deuxième tête de l'hydre, et c'est ce qui fait l'originalité de Djihad, c'est que je dénonce aussi la pression que les musulmans exercent sur les leurs. Et c'était ça qui était nouveau. C'est des gens qui se plaignent de la société, on en a eu plein. Mais un mec qui vient te dire, mais il y a aussi un problème chez nous, c'était nouveau. Et donc, moi, je partais du principe qu'il faut couper les deux têtes. Et donc, dans le djihad, mes trois gars, ils se radicalisent parce que souvent, ils ont vécu des choses dans leur famille qui font que. Ben, par exemple, il était fan d'Elvis Presley. Et lui, ça rappelle le mec que j'étais qui était fan de Goldman. Voilà, exactement. Il était fan d'Elvis Presley. Et en fait, toute sa vie, il économise de l'argent pour aller à Graceland pour voir la tombe du King. Et quand il y va, il découvre que le King s'appelle Elvis Aaron Presley. Et comme il s'appelle Aaron, il pense qu'il est juif. Et comme on l'a dit qu'il fallait détester les juifs, et maintenant tu sais d'où ça vient, il revient en Belgique et du coup il pète un câble et il veut nettoyer ses péchés, il va voir l'imam, il va prier, machin, pour lui dire va en Syrie pour laver tes péchés. Le deuxième, Ismaël, c'est moi qui l'interprète, lui il est fan de dessin et il veut devenir mangaka. Et il dessine des mangas, etc. Puis un jour à l'école coranique, on lui dit qu'il n'a pas le droit de dessiner, que dessiner c'est haram. Un imam lui dit que ça n'a pas le droit de dessiner, c'est haram. Et donc il arrête de dessiner, mais c'est tout ce qu'il sait faire. Donc déclassé complètement dans la société. Et le dernier, Reda, lui, il est amoureux de Valérie, ils sortent ensemble depuis des années. Et il veut l'épouser, mais la mère de Reda lui dit Valérie, c'est pour t'amuser. Pour la vraie vie, c'est une musulmane. Donc il vit ce racisme-là de l'intérieur. Il largue Valérie, mais il tombe en dépression, il pète un câble, il veut se tuer, donc du coup il part en Syrie. Donc ces trois parcours-là, c'est de la rupture identitaire. Et on voit, maintenant que je t'ai raconté mon passif, tu vois d'où il vient. Et ce qui m'a choqué au début, c'est que ça parle aux jeunes. Alors que moi, je racontais une vieille histoire à la con. Et qu'aujourd'hui encore, là, je l'ai joué il y a 10 jours, je vieillis quand même, je l'ai joué il y a 10 jours et ça parle toujours aux jeunes. Ces problématiques-là. Donc c'est assez étonnant. Est-ce que tu donnes des perspectives, des solutions dans cette pièce? Est-ce qu'il y a... Alors, moi, je ne donne pas de solution parce que je trouverais ça... Moi, je trouve que c'est très pompeux de dire que moi, je suis qu'un mec qui saute sur scène. Mais par contre, la pièce en elle-même donne une ébauche de possibilités. C'est d'arrêter d'être ignorant. Moi, mes trois gars, ils ne connaissent pas le Coran. Ils sont partis en Syrie, il n'y en a aucun qui l'a ouvert. Et donc, c'est qu'à un moment donné, la première chose d'abord, c'est que l'autre n'existe pas. L'autre, c'est juste un reflet de toi-même. C'est le premier élément que la pièce dit. Le deuxième élément, c'est qu'elle dit que tu peux être tout aussi raciste qu'un autre. Juste, tu t'en rends pas compte. Enfin, le dernier élément qu'elle dit, c'est que si tu te dis musulman, ben, ouvre tes textes. D'accord. Va lire tes textes. Peut-être qu'après, tu seras plus musulman. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Hein, si demain, tu dis, si demain, moi, je dis, l'islam m'intéresse plus, c'est pas grave. Mais va au moins ouvrir tes textes. Donc, tu as écrit Jihad. Après ça, en fait, tu as écrit une trilogie. Ouais. GN et Eden. Ouais. Et Eden. Ouais. Donc. Parce qu'en fait, je trouvais qu'avec la tournée de Djihad, je trouvais que j'avais pas fini. Moi, je pensais que ce serait un one-shot. Hein. Mais je trouvais que l'histoire méritait d'aller plus loin. Donc, j'ai fait une suite, GN, effectivement, qui raconte ce qui se passe après Djihad. Donc, il y a un des gars qui revient et qui commet un attentat dans une école juive. Donc, ça me permet de parler d'antisémitisme. Et dans Eden, je vais plus loin dans le spirituel. Dans Eden, il y a un gars, un musulman, que j'incarne, français, qui se fait tuer le 13 novembre sur une terrasse à la Bonne Bière, qui arrive au paradis et qui veut rentrer au paradis. Puis l'ange lui demande ce qu'il veut et il lui dit je voudrais que ma copine vienne au paradis. Et puis l'ange lui dit ben non, ta copine en fait elle est en enfer parce que ta copine, elle s'appelle Valérie, c'est la fameuse Valérie de Reda, donc on fait un peu le lien. Ta copine, quand elle a vu que tu as été tué par des terroristes islamistes, elle a pété un câble, elle a pris sa voiture, elle est partie à la sortie d'une mosquée et dès que les gens sont sortis, elle les a tués. Elle s'est vengée sur des musulmans en fait. Et puis elle s'est tuée et maintenant elle est au fin fond de l'enfer. Et du coup, mon personnage refuse d'aller au paradis et traverse l'enfer pour aller la récupérer. Et la pièce permet de parler des victimes, permet de parler de ce que c'est que de répondre à la haine par la haine, en fait. Et elle boucle la boucle de Djihad. Et Eden a été créée en 2022, elle est en tournée partout aussi pour l'instant. Donc ce sont des pièces qui se complètent, qui s'enrichissent entre elles. Oui. Ah oui, oui. Et quand on a vu les trois, on arrive à faire le lien, mais elles sont regardables indépendamment l'une de l'autre. Est-ce que tes parents vont voir la pièce? Oui. C'est le premier public. Alors ma mère,
Je sais pas si vous avez écouté ce podcast. Ma mère, on la met plus au premier rang. Ma mère, on la met au dernier rang. Parce que ma mère, elle comprend pas le concept du quatrième mur. Donc ma mère, elle me parle. C'est hyper gênant. Ma mère, elle se met au premier rang, elle me parle. Donc, du coup, on la met au dernier rang pour qu'elle arrête de me parler. Mais non, non, c'est le premier public qui vient. C'est le premier public qui vient. Vous savez, une de mes plus grandes fiertés, quand on a joué Djihad, et même d'autres pièces avant, mais surtout Djihad, c'est que bon, Djihad a été reçu dans les plus gros théâtres. Même si on ne voulait pas de moi au début, je suis rentré par effraction. Et Djihad a été reçu dans les plus gros théâtres. C'est que de voir ma mère aller dans un théâtre, leur a jamais mis le pied. En fait, mes parents, la première fois de leur vie qu'ils sont allés au théâtre en Europe, parce que mon père il est parti en Égypte plusieurs fois au théâtre, mais la première fois qu'ils sont rentrés au théâtre en Europe, c'est pour voir leur fils. Et je suis hyper fier. Je suis hyper fier de voir ma mère arriver dans un endroit qui peut paraître incongru pour elle, venir avec son voile, avec ma soeur, avec mes frères, venir dans un endroit c'est pas qu'ils ne les auraient pas accueillis, mais c'est un endroit qui fait pas grand chose pour les accueillir finalement, et d'être là dans la salle, au milieu des gens, et, euh, et de voir une pièce, même si c'est pas celle de son fils, on s'en fout, mais d'être là, et ça c'est une grande fierté que j'ai. Ils vont voir toutes mes pièces. Et mes enfants aussi, parce que j'aime bien avoir les deux générations. Tes enfants, quel âge? Maintenant ils sont grands, hein. Le plus grand il a 25 ans, le deuxième il a 20 ans, et le dernier il a 17 ans. Mais quand ils étaient petits, parce que Djihad c'est 2014, le plus grand avait 14 ans, ils sont venus à toutes les pièces. D'accord. Ils sont dans les coulisses, ils sont là. En général, ils participent même quand je dois faire une affiche. Ils sont bons en dessin. Il y en a un qui me dessine des trucs et tout. Ouais, tout le temps, en fait. Ils apprécient Oui. ton Oui. spectacle? Moi, maintenant moins, parce que 25 ans, il a plus trop envie d'aller voir les pièces de son père. 20 ans, il commence tout doucement à me dire tes pièces me saoulent. Mais sinon, non, ils apprécient, bien sûr. Pourtant, tu utilises un peu un petit ton Ah non, mais, humoristique pour essayer de... ah non, mais Non. le ton, ils adorent. C'est pas le fait qu'ils aiment pas ce que j'écris. Mhm. C'est que je reste leur père. À un D'accord. moment donné, votre père, ça va quoi. Je suppose que même les enfants d'une star du rock vont pas aller le voir en concert, par exemple. Donc moi, alors je suis plus loin d'être une star du rock, mais mes enfants ne viennent plus parce qu'en fait, à un moment donné, c'est papa. Et mes enfants, ils ont grandi là-dedans finalement. Ils ont grandi sur. Ce qui est assez marrant, c'est que par exemple, il y a que le grand qui a des vagues souvenirs de moi flic. Les autres m'ont quasi pas connu flic. D'accord. Donc pour les autres, ils ont grandi sur des plateaux de tournage, dans des théâtres. Pour eux, c'est naturel de voir un régisseur, une comédienne, un comédien. Donc à la longue, un truc qui est naturel et normal pour vous, ça vous saoule. Donc là, ils viennent plus quoi. Ismaël, tu te définis comme un Belge musulman de culture judéo-chrétienne ou occidentale. Je ne sais pas si judéo-chrétienne ou Non, occidentale. judéo-chrétienne. Et d'ailleurs, tu te décris comme une lasagne Ouais. identitaire. Quelles sont les différentes couches qui composent la lasagne? Alors ce qui est bien, c'est que ça se rajoute chaque fois. C'est l'avantage d'une lasagne. Je suis belge, première couche, parce que je suis né en Belgique et que j'y ai passé 40 ans de ma vie. J'aurais aimé naître à Los Angeles, mais non, je suis né à Bruxelles, c'est chez moi. Deuxième couche, d'origine marocaine, parce que toute ma vie, je suis allé au Maroc. D'abord, mes parents viennent du Maroc. Toute ma vie, je suis allé au Maroc, c'est quand même mon pays. J'y ai travaillé, d'ailleurs, le premier pays qui m'a donné ma chance au niveau de la réalisation, c'est le Maroc. C'est chez moi. Donc, la deuxième couche, c'est d'origine marocaine. Pourquoi je parle de couches? Parce que les couches, elles se battent pas, c'est pas antinomique. Elles sont l'une sur l'autre. C'est important, je le dis aux jeunes. J'ai souvent aux jeunes que moi, je leur dis, tu as le droit d'avoir le drapeau algérien et le drapeau français. Ils ne sont pas en combat, en fait. Tu as le droit d'avoir les deux. Moi, je vais te faire gagner du temps. Parce que moi, j'ai mis 40 ans à comprendre ça. Quand j'avais ton âge, quand je parle aux ados, je pensais que je venais de nulle part. Et aujourd'hui, je sais que je viens de partout. Et j'ai mis 40 ans pour comprendre la différence. Donc la lasagne, ça marche beaucoup avec eux, ils comprennent. Troisième couche, c'est que je suis de confession musulmane. Là, pour l'instant, je suis encore musulman. Peut-être que demain, je serai bouddhiste et on s'en fout. Mais là, je suis encore musulman. Je pense que quelqu'un, au 7e siècle, a entendu une voix quelque part dans le désert et que cette voix serait peut-être la transcendance. Voilà. Je le crois. On verra demain ce que ça va donner. Donc musulman. Quatrième couche, et pas de culture musulmane, je suis musulman pratiquant. Quatrième couche, c'est que je suis de culture judéo-chrétienne. J'ai fait l'église 10 ans. Donc moi, à Noël, je vais à l'église. Et je ne demande pas aux gens de faire comme moi. Mais moi, à Noël, je vais à l'église. J'en ai besoin. C'est ma culture. J'ai grandi Tu là-dedans. le fais encore aujourd'hui? Oui, 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 oui. À Noël, je vais à l'église. Parce que je connais l'histoire de Jésus, parce que j'ai eu des étoiles dans les yeux quand les prêtres me racontaient ça, et c'est ma richesse, parce que moi, une église, elle ne me fait pas peur. Quand je rentre dans une église, il y a une Madeleine de Proust. J'ai cette impression que c'est chez moi aussi, comme une mosquée. Et ça, je ne pourrais pas le retirer. Il y a cette quatrième couche-là. La cinquième couche, c'est que je suis français maintenant. Depuis quelques années, je suis devenu français, parce que c'est mon pays, et parce que c'est un pays qui m'a donné ma chance sur plein de choses, et que j'ai grandi en regardant la télé, on avait que 2 chaînes, 3, Antenne 2, TF1 et FR3. Donc j'ai voulu devenir français. D'ailleurs, de toutes mes identités, c'est la seule que j'ai choisie.
J'ai voulu être français. Je suis aussi, j'ai découvert récemment que mon arrière-grand-père avait une esclave d'Afrique de l'Ouest, du Niger, et qui est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, il l'a affranchie. Et donc toute la lignée du côté de ma mère, on est d'Afrique de l'Ouest. Donc hop, rajoutons la couche. Et voilà. Et en disant, pourquoi je prends l'exemple de la lasagne? Parce qu'en fait, ce n'est pas antinomique. On peut être tout ça en fait. Et quand tu dis à des gosses aujourd'hui, même des adultes, même à toi, que c'est une richesse, t'es apaisé avec ça. Tu vois, t'es apaisé. Les gens, par exemple, l'Algérie a une histoire très conflictuelle avec la France. Et les ados aujourd'hui ont l'impression qu'il faut choisir un des deux. Ben en fait, non. Oui, l'histoire est faite de moments horribles. Mais toute l'histoire. L'Algérie, à moins que je me trompe, corrigez-moi si je me trompe, est un pays musulman depuis quelques siècles. Avant l'islam, c'était pas un pays musulman. Donc il y a eu aussi une invasion en Algérie de l'islam qui s'est installée, des Arabes qui ont sont installés. Si on regarde les Kabyles et les Berbères, ils sont là bien avant les Arabes, et c'est aussi une culture. Donc c'est une addition de choses. Et bien sûr que notre histoire est faite de choses négatives, de massacres, etc. Mais au final, aujourd'hui, je dis souvent à des ados, t'es algérien et t'es français, et c'est pas antinomique. Et c'est bien. Et c'est bien en fait. C'est bien d'être les deux parce que toi, tu comprends les deux cultures. Et c'est une vraie richesse. Dans ta recette de la lasagne, est-ce qu'il y a une part prépondérante, quand même, d'une couche par rapport à une autre? Tu m'aurais posé la question il y a 2 ans, je t'aurais dit non. Et là, je ne sais pas pourquoi. Mais depuis 2-3 ans, la couche marocaine, elle fait que bouger en fait. Il y a quelque chose Est-ce que le Maroc me manque? Je sais pas. Je pense que... Ouais, je pense que la culture marocaine, elle est assez forte là-dedans en fait. Après, je suis une addition de tout ça. Mais je pense que plus je vieillis, plus la culture marocaine, l'histoire du Maroc, l'histoire de tout ça, elle ne prend pas plus de place, mais elle fait plus de bruit. Voilà. C'est peut-être la Drbouga qui fait ça, mais la part marocaine fait plus de bruit. Il y a un peu plus d'épices marocaines qui fait que... Ouais. Et je crois que c'est en vieillissant. C'est marrant ça. En vieillissant, ça vibre un peu plus. Toi, tu as des enfants, qu'ils ont eu le même parcours que le papa. Alors, il faudra leur demander parce que je ne peux pas parler à leur place, mais je pense que la problématique de la construction identitaire de départ, j'espère, je pense qu'ils ne l'ont pas eu. Ils ont quand même eu des parents qui sont nés dans le pays dans lequel ils sont nés eux. Ça veut dire que quand moi j'allais à la réunion des parents, il était possible que je rencontre les parents d'un de ses copains qui était avec moi à l'école, machin. J'étais dans mon pays. Donc j'ai eu des enfants qui avaient des parents qui étaient dans leur pays. Alors que moi, j'ai grandi avec des parents qui ne venaient pas de là, donc qui n'avaient aucun code de ce qu'il y a là. Moi, mes enfants, quand l'école leur demandait quelque chose, je savais parce qu'on me l'avait demandé à moi aussi quand j'avais 5-6 ans. Donc je pense que cette partie-là, ils ne l'ont pas eue. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce que cette partie-là, je voudrais pas qu'elle disparaisse, je voudrais la raconter, je voudrais que les gens sachent que des gens comme toi, que des gens comme moi, ont dû bricoler. Mhm. Parce que ça va disparaître, ça. Si tu as des enfants, ben, ça va disparaître, ça. Dans 20 ans, ils ne sauront plus le bricolage que tu as dû faire pour t'en sortir. Et au moment où on a fait ce bricolage, c'était dur. Mais avec du recul, tu as la vieillesse, l'âge qui te fait dire, ben, c'est pas mal en fait. C'est pas mal. C'est comme, je prends toujours l'exemple du voyage vers le Maroc ou vers l'Algérie pour ceux qui vont en Algérie. En bagnole, machin, les rideaux, enfin le truc sur le toit. T'en avais honte quand tu le faisais à l'époque. Mais là, avec du recul, tu te dis, ah, c'était quand même pas mal finalement. C'était marrant. Il y avait une espèce de côté caravane. On partait. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Internet, on se perdait, machin. Avec du recul, moi, je fais encore cette route. Et là, elle a moins de saveur. C'est l'autoroute tout droit. Oui. En fait, tu vois. Et pourtant, au moment où même, si je t'avais rencontré, tu Mm. aurais dit, ah non, 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 moi, je prends plus du tout cette route, ça pue, machin, etc. Mm. Avec du recul, c'est peut-être l'âge. Et maintenant, on voyage un peu plus en avion. Mais même quand tu voyages en avion, même quand tu pars en bagnole, tu vas mettre 24 heures, tu as le Mm. GPS, tu as l'air conditionné, tu as Internet, tu réserves ton hôtel. Moi, je connais personne qui dort dans sa bagnole maintenant. C'est Tout le monde fini. prend un hôtel. Moi, j'ai connu l'époque où on dormait sous la bagnole. C'est vrai, Donc, c'est vrai. mais, il y a un truc qui est très beau. C'est que tu as des liens très forts, quelle que soit l'origine, hein, donc algérien, marocain, tunisien, sénégalais, comorien, des liens très forts avec les gens de ta génération parce qu'on se raconte ces histoires-là et qu'on se retrouve. Mm.
Et que, en fait, finalement, tu ne peux les raconter qu'à ces gens de cette génération-là. Parce que les autres ne savent pas de quoi tu parles. Tu vois? Quand tu dis à des gens, par exemple, bah, nous, on arrivait en Espagne, au port d'Algeciras pour aller au Maroc, on dormait 2 jours sur le port, c'est un bateau. Ils savent pas de quoi tu parles, les gens. Ou même quand tu leur dis, ben, mon père, il changeait de l'argent, le franc belge, il le changeait en franc français, en pesetas, en machin. Les gens savent Oui, pas de oui. quoi tu parles, tu vois. Donc, du coup, ça, mine de rien, ce qui était des douleurs à l'époque, ben, c'est devenu des espèces de forces qui te permettent de parler avec des gens. Moi, quand je suis en tournée dans toute la France en permanence, et quand je rencontre des gens de ma génération, ou même plus âgés, mais de ma génération, on parle souvent de ça. On parle que de ça, en fait. Oui, c'est des bons Parce que souvenirs. Ce sont des bons ça souvenirs. disparaît C'est des aussi. bons souvenirs. Ton parcours artistique semble être une réponse à une quête identitaire que tu as trouvée. Aujourd'hui, d'ailleurs, tu l'as définie comme une lasagne identitaire. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas des barrières naturelles liées à tes origines ou liées à une culture particulière qui t'interdit, par exemple, de traiter un Non, sujet de telle non, manière ou d'une non. telle autre? Il y a une seule barrière, et c'est même pas une barrière. C'est pas une barrière. J'ai toujours refusé, mais ça c'est mon éducation, de blesser les gens. Je refuse. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit dans la salle et à mes parents et à mes enfants, quand j'écris toujours en me disant, dans la salle, il y aura ton père, ta mère et tes enfants. C'est 2 générations hyper séparées. D'accord? Si tu arrives à faire pleurer et rire ton père et ta mère et tes enfants, qui n'ont déjà plus la même culture, parce que mes enfants, c'est génération 3, Mm. mes parents, c'est génération 1, ben alors tu as réussi ton défi. Donc c'est la seule condition que je m'impose. Comment écrire un spectacle, comment le mettre en scène pour que ta mère, ton père et tes enfants puissent y assister en même temps. Et du coup, c'est pas une barrière que je me mets en place, c'est une manière d'écrire pour que ça parle. Et en fait, ça marche parce qu'apparemment, j'arrive toujours à parler aux ados. Et la deuxième chose, c'est que moi, je ne blesse pas, j'aime pas ça. Je n'aime pas rire des gens, je ris avec les gens. C'est peut-être mon éducation, j'en sais rien. Mais voilà, je ne déteste. Par exemple, moi, je suis très mauvais dans tout ce qui est stand-up, machin, c'est pas mon truc. Je veux dire, voilà, j'ai besoin de créer des personnages, on rit des personnages, Mm. mais j'ai besoin vraiment, et je le sens encore plus maintenant. Quand j'écris, je voudrais que mes parents et mes enfants soient dans la salle. Avoir plusieurs couches culturelles dans son identité, c'est une richesse. Ah oui, Mais ça peut être aussi vu comme un obstacle. c'est nous qui le voyons comme ça. Non, surtout quand on doit prouver qu'on est français ou qu'on est belge. Alors j'ai une réponse à ça, parce que tu penses bien que les ados me posent tout le temps la question. Souvent, parce que je leur explique, je leur dis, souvent le problème, il vient pas des gens, il vient de toi. La première personne qui doit assumer qu'elle est française, c'est toi. Quand on voit dans ton regard que tu sais, que tu assumes, que tu es français, c'est compliqué en face pour te le relever. La problématique, souvent, c'est qu'on se retrouve dans des situations où les gens ont cette problématique de double allégeance. Comme je te dis tout à l'heure, qu'est-ce que je fais? Je suis le drapeau algérien ou je suis le drapeau français? Et en fait, c'est un travail qu'il faut commencer dès l'enfance. Je ne dis pas que tout est facile, mais c'est un travail qu'il faut commencer très tôt, de dire, mon garçon, quoi qu'on te dise, ou ma fille, quoi qu'on te dise dehors, tu es né ici, tu es français. Tu auras toujours 1 ou 2 ou 3 imbéciles qui vont dire le contraire. Mais ça, on s'en fout. Comme tu auras 2 ou 3 imbéciles qui diront que tu es moche, que tu es bête, etc. Mais en fait, la première personne qui doit accepter, assumer, revendiquer qu'elle est française, c'est toi. Tout en assumant que tu es algérien, tout en le revendiquant aussi. Le problème, souvent, moi, quand je leur parle, ils ont du mal à le dire. Pas parce qu'on leur a dit qu'ils ne le sont pas, mais parce qu'ils ont l'impression que si je dis que vive la France, je trahis l'Algérie ou le Maroc. C'est ce que j'appelle la problématique de la double allégeance. Et si je dis vive l'Algérie ou vive le Maroc, je trahis la France. Alors qu'en fait, non. Tu es les deux. Et en étant les deux, tu es complètement français. Et complètement marocain. Il n'y a rien qui se dilue, en fait. Et ça, pour le faire depuis 10 ans maintenant, ça marche dans le regard. Parce que c'est vrai, hein, c'est comme, tu vois, n'importe quel psychologue te dira, si tu vas chercher du boulot, ta manière de parler, ta gestuelle, la certitude que tu as de pouvoir apporter un truc à la société, tout le langage non verbal va faire qu'on va te prendre. C'est comme ça. Pour un même CV, je parle. Hein. Pour un même CV, toi et moi, ton langage corporel, le langage de... Tu vois, ton affirmation va faire que tu peux créer un charisme qui fait que lui, je le prends. Et ben, c'est la même chose. Oui, mais il y a toujours cette pression implicite ou directe à devoir prouver sa francité ou sa belgitude. Oui, Parce qu'on s'appelle oui, Jamel, oui. Ismaël. Et c'est triste, mais on va dire un truc. Mais c'est de moins en moins. Mais c'est de moins en moins. C'est de moins en Oui, mais moins. ça existe.
Je dis pas que ça n'existe pas. Notre immigration, elle a 50 ans, 60 ans. C'est peu dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est de moins en moins. C'est de moins en moins. Moi, je suis contre le défaitisme. Moi, je suis contre le fait de les nourrir. Et je sais qu'il y a plein de gens qui le font. De les nourrir avec du défaitisme. C'est de moins en moins. Quand moi, j'avais 16 ans, c'était impossible, quand tu t'appelais Mohamed, Rachid, Ismaël ou n'importe quoi, d'avoir un poste autre que chauffeur de bus ou nettoyeur de chiottes. On va être honnête, soyons cash. À ta génération et la mienne, il n'y avait pas d'autre boulot possible. D'accord? On l'a fait, on a bossé, on a fait ce qu'on voulait. Aujourd'hui, ça va de ministre. Alors, à chaque fois, on dit oui, vous citez des exemples isolés. Non, ça va de ministre à député. Moi, je rencontre des députés, des ministres, des préfets, des avocats, des juges, des magistrats, des chauffeurs de bus, des professeurs, des CPE, des directeurs d'école, genre de toute origine. Tout à fait. Il y en a. Donc je ne dis pas que c'est encore parfait, mais nous sommes nous sommes une immigration récente. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé le podcast. Voilà. J'ai lancé le podcast justement pour montrer les multiples facettes de l'identité française et pour montrer que c'est une identité qui est assez Et riche. il y aura toujours des imbéciles pour te demander de prouver 2 fois plus. Et comme il y aura toujours des imbéciles qui t'insulteront quand tu brûleras un feu rouge ou un imbécile qui brûlera le feu rouge, il y aura toujours des gens qui vont maltraiter les femmes. On ne peut pas utiliser. Pour moi, c'est une minorité. De la même manière que quand j'étais jeune, et encore aujourd'hui, je refusais que pour la minorité de mecs qui avaient la même origine que moi, qui faisaient des braquages, qui volaient, qui tuaient, on me mette dans le même package qu'eux. Je refuse qu'aujourd'hui on mette toute la société française dans le même package qu'une minorité d'imbéciles qui essaient de te freiner. Mais est-ce que c'est dur quand tu t'appelles Mohamed, Fatima, Mamadou, Erkan, de trouver du boulot, etc. Est-ce que c'est un peu plus dur qu'un autre? Oui, mais enfin, oui. Mais c'est beaucoup moins dur qu'avant. Et dans 10 ans, ce sera peut-être encore beaucoup moins dur que maintenant. Il faut accepter que l'évolution, parfois, elle se fait lentement. Il faut voir le passé. C'est pour ça que la mémoire est importante. Il faut voir le passé pour te dire, mon garçon, tu trouves ça difficile aujourd'hui? Va voir ce que c'était. Là, aujourd'hui, et franchement, je suis face à toi qui fais ton podcast. Tu crois que c'était possible, ça, en 90? Non. Non, en fait. On aurait trouvé des radios pirates, machin. Les radios libres, oui. Oui, mais tu vois, et encore. Mais tu vois, tu m'invites, le journaliste qui est devant moi, le responsable de l'émission, il est d'origine étrangère. L'invité est d'origine étrangère. Ça, dans mon imaginaire à 16 ans, c'était juste impossible. Voilà, en fait. Donc, bien sûr qu'on est pressé parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on a une vision, on a le nez sur le guidon. Mais si tu prends une vision un peu plus macro, tu t'éloignes du truc, tu regardes, tu te dis, qu'est-ce qu'ils ont fait en 50 ans, les gars, quand même? Quand j'étais à la fac, je me rappellerai toujours de j'ai eu un cours de socio-économie. À un moment donné, la prof, elle donne cours, moi je suis premier rang, là, elle donne cours, et à un moment donné, elle explique les reproductions sociales. Elle dit, voilà, en économie, malheureusement, il est prouvé que les fils d'agriculteurs, les filles d'agriculteurs, vont devenir agriculteurs, agricultrices, tu vois. Les fils d'ouvriers reproduisent le schéma social des parents. Et à un moment donné, elle se retourne, elle voit ma tête dépitée. J'étais hyper dépité, j'ai dit, purée, super, machin. Et puis elle me regarde, elle me dit, il y a une exception. J'ai dit, ah bon, c'est quoi? Elle me dit, l'immigration. Elle me dit, en fait, dans l'immigration, en fait, c'est le moment où on voit des bonds sociaux entre l'origine et l'arrivée. Par exemple, ton père, tes parents, analphabètes, ouvriers, machin, toi, t'as déjà en 50 ans, même pas. Le saut est énorme. Et donc, pourquoi je dis ça? Pour que la nouvelle génération le sache. Regarde la situation depuis le début. Je prends mes parents, qui font partie des dernières vagues d'immigration. Mais si on prend depuis début 60, allez, ça fait quoi? Ça va faire 65 ans. C'est quoi dans une vie? C'est rien. En 65 ans, on est passé de travailleur analphabète dans les mines à ministre de la Culture. Voilà, en fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. 65 ans. Combien d'ethnies, de populations ont fait ça, en fait? Pas beaucoup, en fait. 65 ans. Et c'est pas t'es passé de analphabète dans les mines à chauffeur de bus. Non, le saut, il est gigantesque. Il n'y a pas plus haut dans l'État. Il y a juste président. Ça se trouve peut-être dans 5 ans, qui sait. Mais il n'y a pas plus haut dans l'État. Et quand je voyage, je vois un panel. Et je te dis, il n'y a aucune exception. Ça va encore une fois de préfet, député, élu local, maire, chauffeur, chef d'entreprise. Donc, ça a marché. Est-ce qu'il y a encore des difficultés? Oui. Est-ce qu'il y en aura encore? Oui. Mais pour être optimiste, les jeunes doivent savoir ça. Que il y a 40 ans, 45 ans, c'était impossible. C'était même pas un rêve. C'était même pas dans notre horizon. Moi, mon horizon à Scarbeck, à l'époque, tout mon quartier, c'était
devenir chauffeur à la RATP. C'était vraiment une réussite sociale. Si tu arrivais à être chauffeur de bus à la RATP, tu avais au moins un salaire à la fin du mois, tu étais bien, c'était une réussite sociale. Tu avais un boulot à vie. C'est fini aujourd'hui. Voilà. Donc, et encore une fois, je salue tous les gens qui travaillent à la RATP. J'ai beaucoup de familles chauffeurs de bus et c'est un boulot génial. Mais je pense qu'ils ont compris ce que je veux dire. C'est qu'en fait, l'horizon s'est élargi. Tu sais, si je te parlais justement de la pression implicite du fait de ton prénom, du fait que tu sois identifié comme algérien, comme marocain, parce que je l'ai vécu en fait. Moi, je suis consultant, je travaille pour des clients, et en intervenant chez un client, en pleine période Mohamed Merah. Il n'était pas la meilleure en France. Mohamed Merah, et c'était la période de Ramadan. En fait, je jeûnais. Ce jour-là, je jeûnais. En fait, tout était combiné. Mon prénom, le fait que je jeûne, que je n'allais pas manger avec eux, Mohamed Merah. Et c'était une vague de critiques à mon encontre direct, me considérant comme pratiquant une religion archaïque, De sauvage, comme une religion etc. de sauvage, etc. Et c'est resté en mémoire. Mais je suis d'accord. Alors moi, j'ai pas réagi parce que j'ai pas, comme en étant client, comme je suis consultant indépendant, et j'ai pas voulu faire de vagues. Mais ça m'a fait un choc. Et c'est pour ça que je t'en parle. Ah, mais je suis d'accord. Je vais donner un exemple que je cite, qui est dans mon bouquin aussi. C'est pour ça que je dis que ça existe, mais qu'on ne va pas en faire généralité. Moi, quand j'avais, justement, à 16-17 ans, on avait trouvé un job étudiant. À l'époque, c'était la mode, c'était le télémarketing. Tu connais. Ouais. Tu allais, tu prenais le téléphone, tu vendais. Et il se trouve que à l'époque, les gens de mon origine, c'était un boulot qu'ils trouvaient facilement, même les noirs, etc. Et en plus, on était de très bons vendeurs. Donc, on vendait à mort. Et je me rappelle, c'était pour une boîte de camions, de pneus de camions. On avait vendu de malades. Et le patron de la boîte nous a dit, le client, il est hyper fier, il va arriver pour donner des cadeaux, machin. Et puis je vois que le patron, il est un peu gêné. Et il me dit, mais en fait, il y a un souci. C'est que le patron, il est raciste. Le patron de la boîte de camions. Et je ne peux pas lui montrer qu'en fait, les gens qui vendent ces pneus, c'est vous. Donc, et ce que je te raconte est vrai, hein, il a engagé des figurants blancs. Et nous, ils nous ont mis dans un placard, au sens littéral du mot placard. C'est-à-dire qu'il y avait un endroit où on nous a enfermés. On a vu ce patron venir donner des cadeaux aux figurants. On a récupéré les cadeaux après, mais donner les cadeaux aux figurants et les féliciter et repartir. Ça a été d'une violence inouïe, tu vois, et t'as 16-17 ans. Mais je le répéterai toujours, mais ça ne me construit pas. Ça ne me construira jamais. Je dis toujours, et je comprends ce que tu as vécu, c'est une horreur. Mais je dis toujours que moi, j'ai décidé, et je pense que c'est ce qui m'aide dans la vie, de me souvenir des millions de mains qui ont été tendues. Les 3-4 mains qui m'ont poussé vers le sol, le fait de tomber, ça m'a permis de me relever, de comprendre ce que c'est. Comme toi, tu as compris là. Okay. Tu dis, ok, je vois les paramètres, je vois où est le problème, on va gérer. Mais moi, j'ai préféré me souvenir des millions de mains qui m'ont aidé, parce que c'est injuste de ne pas parler d'eux ou d'elles. Des gens, le prof qui t'a emmené un jour à tel endroit, ils sont des millions quand même. Mais moi, j'en veux à personne. Hein, moi, voilà. c'est à part cet épisode, je n'ai jamais connu le racisme. Mais tu vois, j'ai jamais vécu. En fait. Mais il faut cet épisode aussi. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il va te permettre de déconstruire un truc, de dire, ok, il y a un problème. Parce que si tu ne l'avais pas vécu, tu dirais ça n'existe pas. Tu le vis, tu dis, exactement. Ok, ça existe. Mais ce qui est important, c'est ce que tu viens de dire. Je me suis dit, mais ce n'est pas une généralité. Le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que les gens veulent généraliser tout. Et en fait, on ne se rend pas compte de l'injustice. Si tu veux généraliser en disant que, par exemple, que la France est un pays raciste, alors il faut accepter qu'on généralise sur les Arabes, tous les voleurs. Voilà. Ben oui, à un moment donné, tu ne peux pas refuser une généralité pour toi et la demander pour les autres. Et donc, oui, il y a du racisme en France, mais attention, comme il y en a au Maroc, comme en Algérie. On a bien vu ce qui se passe en Algérie, en Tunisie et même au Maroc. Quand des Noirs arrivent de pays voisins, comment on les traite. Donc il y a du racisme partout, c'est un truc d'être humain. C'est une horreur liée à l'être humain. Mais on ne peut pas dire que tout le pays est raciste. On ne peut pas dire que tout ce pays met plein de trucs en marche pour t'empêcher de vivre. C'est pas vrai, les gars. À un moment donné, moi j'ai beaucoup de mal, et les jeunes le savent, et je pense qu'ils me respectent aussi pour ça. C'est que moi j'ai aucune pitié pour les gens qui utilisent le racisme comme excuse. J'ai pas de pitié avec ça en fait. T'as vécu un acte raciste, je vais te défendre, je serai le premier à côté de toi, moi. On t'a insulté parce que tu as le voile, je serai à côté de toi. J'irai me battre pour toi. Mais tu n'utiliseras pas le racisme comme excuse pour ta connerie. Ou parce que tu n'as pas bossé, ou parce que tu n'as rien voulu faire. À un moment donné, et ça c'est important, après Djihad, on m'invitait un peu partout, et j'entendais cette histoire on était à Bruxelles, du racisme, quand tu t'appelles Mohamed, tu ne peux pas travailler, machin. Donc je me dis, je profite du fait que j'ai un peu de médiatisation là, je vais aller rencontrer la société qui gère. Il y avait une espèce d'assaut qui gérait toutes les boîtes de Bruxelles. C'est un truc comme le MEDEF.
voilà. Donc j'écris au MEDEF, je dis, ah ben bien sûr, venez Monsieur Saïdi et machin. Et moi j'y vais avec mon bâton de pèlerin pour leur dire, écoutez-moi bande de racistes, il est temps maintenant de faire bosser les Noirs et les Arabes. Tu vois, j'y vais comme ça, en mode, je profite de mon quart d'heure de gloire. J'arrive dans l'équivalent du MEDEF à Bruxelles, j'ouvre la porte, qu'est-ce que je vois? Que les têtes d'Arabes. Je me dis au départ, peut-être qu'ils ont fait ça exprès parce que c'est moi, ils m'ont ramené. Et là, je découvre quoi? Je découvre que les plus grosses boîtes de Bruxelles, mais les plus chères, hein, qui sont dans l'équivalent du 440 en Belgique, elles appartiennent à des gens de la même origine que moi, maghrébines et noirs aussi. Donc du coup, je m'assois avec eux, je dis, les gars, il y a un truc que je comprends pas là. En fait, moi, je viens pour vous dire que vous faites pas bosser les gens. Et là, tu as un gars, je n'oublierai jamais, qui me dit, mais Ismaël, moi, j'ai essayé de les faire bosser. Mais moi, j'ai un problème. Et je dis, c'est quoi? Il me dit, en fait, le problème, c'est pas leur origine. Il dit, le problème, c'est que le mec, il arrive à l'interview en jogging. Le problème, c'est que le mec, alors, je généralise exprès pour que tu comprennes. Le mec, il me dit, il vient en jogging, basket. Il me dit, moi, j'ai une boîte, mon garçon. Hein. Il me dit, moi, je fais pas de charité. Moi, j'ai une boîte. Donc, à un moment donné, il me dit, on n'a pas un problème avec l'origine, on a un problème limite avec l'éducation, maintenant avec l'école, on a un problème là-dessus. Il dit, de la place, il y en a. Mais le mec, il vient, il te dit qu'il veut 3500 balles par mois. Le mec, il parle même pas français convenablement. Il parle en wesh wesh. Et donc, du coup, il y a un travail à faire derrière. Il y a un vrai travail à faire derrière. Et ça aussi. Et donc, c'est pour ça que je te dis, le coup de, ouais, c'est plus compliqué de travailler quand tu t'appelles Mohamed, je sais pas. Donc, maintenant que tu es une figure publique, est-ce que tu te sers de cette image, de cette figure publique pour aller justement, comme tu viens de le dire, transmettre des messages, parler à des jeunes, rencontrer des jeunes? Ça, je fais, parce qu'en fait, même pas en tant que figure publique. À chaque fois qu'on joue Djihad, pas Djihad, parce qu'il y a Jérusalem fait plein de pièces, quand je joue beaucoup pour des collèges et des lycées, il y a toujours un débat derrière. C'est-à-dire que je les rencontre, je leur parle, etc. Je joue en prison, je joue énormément en prison aussi. Parce que je pense, moi je fais partie des gens qui croient, c'est peut-être marrant pour un ancien flic, mais qui croient que la prison, c'est d'abord pour réinsérer les gens, et pas pour se débarrasser des gens. C'est-à-dire que des gens qui rentrent en prison, à moins qu'ils aient pris perpète, ils vont sortir un jour. Et donc s'ils sortent un jour, c'est mieux qu'ils sortent meilleurs que ce qu'ils n'étaient quand ils sont rentrés. Et donc du coup, je leur amène de la culture en prison, je vais jouer en prison aussi. Donc si tu veux, c'est même pas que je veux utiliser ma figure ou quoi, je me dis, la vie, Dieu, si on est croyant, la vie m'a donné une chance. J'aurais dû, moi, le quartier où j'ai grandi, j'aurais dû peut-être finir tox ou en prison. J'ai fini auteur. Eh ben alors, peut-être que ça veut dire qu'en haut, le message, c'est remets un peu ce que je t'ai donné. Tu vois, rends l'appareil. Et rendre l'appareil, c'est que à côté des grands théâtres où je joue, à côté des tournées dans les grosses salles, je continue à faire des écoles, des lycées, des collèges, des assos, des maisons de jeunes, des prisons. Quand on m'appelle pour, comme toi par exemple aujourd'hui, je dis jamais non. Mais là, toi, c'est une émission pro. Mais parfois, c'est des jeunes qui m'appellent pour me dire on a une radio à l'école, j'y vais. C'est ma manière à moi de dire là en haut, il m'a beaucoup donné, donc je vais remettre aussi. C'est tout. Donc, c'est pas utiliser ma figure, c'est plutôt savoir ce que je dois. Je sais ce que je dois. Alors, on va conclure l'interview et j'aime bien conclure avec des petites questions insolites. Donc, en l'occurrence, tout à l'heure, justement, on évoquait la lasagne et tu disais que la part marocaine, voilà, elle revient un petit peu en mémoire. Et est-ce qu'il y a, s'il y avait un plat marocain que tu devais faire aujourd'hui, quel serait-il? Celui que ma grand-mère me faisait tout le temps et que ma mère fait tout le temps. Boulettes de kifta, sauce tomate. Est-ce qu'il y a une histoire qui est liée à ce plat ou Ouais, c'est que ma mère le faisait tout le temps en fait. Ouais, tous les dimanches? Pas dimanche, tous les jours. Tous les jours. Assez souvent. Et avec du pain. Moi d'ailleurs, j'ai appris très tard à manger avec des couverts. Moi, je choque les gens au resto. Hein. Le petit-déj à l'hôtel, quand je suis avec mes camarades de tournée, c'est une omelette. Moi, je la mange avec du pain. Ouais, du pain partout, machin. Voilà. Tagine kifta. Tagine boulette de kifta. Elle mettait des petits pois. Et voilà, avec du pain. Voilà. Si tu pouvais récupérer un objet de ton enfance, quel serait-il? J'avais un nounours qui s'appelait Boris. J'en parle pas souvent, je pense que c'est la première fois que j'en parle, donc tu as une exclue. J'avais un nounours qui s'appelait Boris, et en fait, quand ma mère faisait le lit, elle le mettait tout le temps sur mon lit, et je revenais de l'école, et quand j'étais pas bien, je racontais tout à Boris, à mon nounours. Et en fait, une année, ma mère a considéré, j'en ai voulu longtemps pour ça, que j'étais trop grand pour un nounours, elle l'a pris, elle l'a donné à quelqu'un au bled. Et ça a été une blessure, une rupture, c'était horrible. En plus, pourquoi le donner à quelqu'un au bled, quoi, tu vois? C'était genre, enfin, tu connais ce truc-là. Vous avez plus besoin, là-bas, ils ont besoin. Et du coup, si je pouvais récupérer Boris, ouais, j'adorais ça, en fait. Si tu devais donner un surnom à ton parcours artistique,
Bon, ton parcours tout court. Incongru. Rien n'a été prévu, rien ne correspond à un chemin classique. Si aujourd'hui tu devais rencontrer Ismaël à 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? J'y pense souvent, ça. Je dirais, j'ai tout fait pour que tu sois fier de moi. Je pense que tu peux être fier de moi. Parce que je pense que c'est pour lui que je fais tout ça. Et je lui dirais, écoute, tu vas souffrir, ça va être dur, ça va pas être rose tout le temps, mais là, tes rêves, je les ai réalisés pour toi. Donc je pense que tu peux être fier de moi. Est-ce qu'il y a un projet futur en cours ou Ben à là, nous partager? je tourne avec Jérusalem, qui est une toute nouvelle pièce, créée en 2000, là, en avril 2024, mais écrite en 2022, bien avant toute la problématique qui est au Moyen-Orient pour l'instant. Et c'est une pièce qui parle de douleur et qui parle de mémoire aussi et qui marche énormément, qui a eu un succès énorme dès le début. Et là, on part en tournée avec. Et avec Djihad toujours, avec les autres, mais en tout cas, c'est Jérusalem qui prend le pas maintenant. Jérusalem, c'est une pièce que tu as écrite avant le 7 octobre Oui, je l'ai 2000. écrit en 2022. D'accord, en Je 2023. l'ai écrit en. Moi, D'accord. c'est l'histoire de ma vie, ça. D'accord. Je l'ai écrit en avril 2022, quand on quittait le théâtre de Liège avec Eden. Et j'avais proposé au directeur du théâtre de Liège ma prochaine pièce. Et je voulais finir le cycle de Djihad. Et je vais écrire un nouveau truc sur Jérusalem, les Palestiniens, les Israéliens. Plus personne n'en parle, donc j'ai envie de raconter l'histoire, machin. Et oui, puis il y a eu le 7 octobre. Hmm. Et du coup, la paix, c'est devenu limite. Comment te dire, ben, elle est dans l'actualité, donc du coup, elle est demandée énormément, alors que, ouais, le texte a 2 ans. Est-ce que tu voudrais ajouter un dernier mot, un message? Non, c'était chouette d'être là. Ok, merci Franchement, beaucoup. c'est En très tout cas, chouette merci d'être là, beaucoup vraiment. d'avoir accepté mon C'était un réel invitation. plaisir, Je suis franchement. très content et j'espère que ça s'est bien passé. Bah ouais, c'est super.